Bonjour à tous, moi c'est Baptiste, j'ai 24 ans, je suis en dernière année de master à Epitech et je suis passionné de programmation, d'électronique et de musique. Bonjour à tous, moi c'est Evan, j'ai aussi 24 ans et je suis en dernière année de master aussi à Epitech. Et moi j'aime bien apprendre tout ce qui est nouveau dans tous les domaines confondus. On est là parce que on entend souvent parler de productivité chez le développeur, mais rarement de la symbiose entre le développeur et sa machine. On aimerait vous présenter une manière de pouvoir rester productif en réduisant la friction et en favorisant la mémoire musculaire, tout ça pour à la fin pouvoir se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment et ce qui importe vraiment. Mise en situation. Vous arrivez au bureau. Qu'est-ce que vous faites? Vous lancez Discord. Vous regardez petit message. Donc là vous avez qu'une seule fenêtre sur votre écran, la vie est belle, tout va bien. Ensuite, vous lancez Google pour faire une petite recherche. Donc là deux fenêtres, c'est facile, vous pouvez alterner entre les deux en faisant un Alt-Tab, ça reste ok. Il est temps de travailler un peu, donc on lance Notion pour regarder ses tâches du jour. Donc là trois fenêtres, ça devient un peu compliqué, si vous voulez revenir à celle d'avant c'est un Alt-Tab, mais si vous voulez revenir encore à celle d'avant c'est encore un autre Alt-Tab, ça devient un peu compliqué, il faut garder une stack de mémoire de tous vos ordres de votre application. Et là, on commence vraiment à coder. Donc on lance son application de code. Qu'est-ce qu'on fait? On lance Bruno pour tester l'API qu'on est en train de coder. L'API elle marche pas, donc on ouvre les codes, les logs, pardon. Je comprends pas ce qu'ils disent les logs, donc j'ouvre ChatGPT, bien évidemment. Et là, je veux vraiment fixer mon problème. Donc je lance ma musique, je rentre dans mon flow, et là, patatras. Je reçois un mail. Les RH, ils me demandent un truc, c'est super important, donc je réponds. Je suis sorti de mon truc, et je veux retourner à ma fenêtre de code. Je sais plus où elle était, et je rentre dans le bordel des alt-tabs. Et donc là, le carnage, on n'a plus aucun moyen d'arriver à l'application qu'on voulait efficacement. On est obligé de maintenir Alt-Tab, chercher visuellement l'application qu'on avait besoin, et ensuite cliquer dessus. C'est vraiment un carnage pour la motivation, enfin pour le flow de la concentration. Heureusement, on est là, on a une solution. Notre solution, c'est une nouvelle approche. Le but, c'est d'essayer de décongestionner son ordinateur pour le rendre plus prévisible in fine, taper plus souvent dans sa mémoire musculaire. Pendant ou après la présentation, si vous avez besoin de conseils en outils, etc., vous pouvez retrouver tout sur notre site qwerty.f. L'image, elle est pas centrée et c'est pas la bonne image. Je t'ai envoyé la nouvelle sur Discord. Ah merde. Est-ce que tu penses que tu peux fixer ça vite fait? Ouais, vas-y, ok. Mais ah putain, pour prouver que la config elle marche bien, tu vas faire ça les yeux fermés parce qu'au final, les écrans c'est pour les losers. Ouais. Donc Evan, top chrono. Donc on va sur Discord et on copie l'image. On télécharge l'image et on va démarrer notre nouvelle session de code. On démarre le serveur et on va préload les caches. Ensuite, on va réellement déplacer l'image dans l'endroit de notre projet du coup. Voilà. Et on va vérifier que l'image elle est bien au mauvais endroit. Donc on va la déplacer, on va la centrer. On va la déplacer, on va la changer. Donc d'abord on change l'image. On recherche l'ancienne. Voilà. Et on va centrer l'image avec de l'IA parce que c'est trop dur à centrer une div. Donc on attend un peu, la connexion elle galère. Allez, c'est bon. C'est bon? Et maintenant on peut voir le résultat. Ok. L'image elle est centrée et c'est la bonne image. Merci Evan. Faut commit, faut commit. Ah oui, oui. Faut commit son travail maintenant parce que faudrait que les autres ils sachent ce qu'on a fait. Donc on va sur l'EasyGit et on push tout ça. Voilà. Le fixe est là. C'est pas encore push, mais. Comment Bah, on fait ça ouais. exactement? Attends, Déjà, Evan, est-ce que Ouais. tu veux nous parler un peu de ce que tu as fait? Ok, je pense que c'est important de mentionner que là en vrai j'ai vraiment rien appris par cœur pour faire cette démo. Ça va vraiment être juste de la mémoire musculaire à force d'utiliser cet environnement tous les jours au travail. J'ai pu me créer on va dire un PC mental qui à force de voir que quand je fais ce key binding je vais sur mon browser, là je vais sur mon terminal, je vais avoir une imagination, enfin quand je vais faire mes liaisons, on va dire, je vais avoir un PC mental, et quand je vais réaliser mes key bindings, bah, ça va update mon PC mental avec l'écran qui est censé avoir. Donc maintenant, là, j'ai eu de la chance, j'ai pas fait de misclick parce que sinon, ça aurait désynchronisé mon PC mental avec le PC réel. Mais enfin, c'est vraiment pas compliqué à faire ou pas sorti, on va dire quoi. C'est juste de l'habitude. Au centre de tout ça, il y a un outil de l'environnement qui permet vraiment de rendre tout prévisible et agréable.
Ça, c'est le Tiling Window Manager. Mais c'est quoi un Window Manager, Evan? Alors le Window Manager, ça va être le software qui va permettre de gérer tout l'emplacement de vos fenêtres sur votre bureau. Mais du coup, l'aspect tiling? Bah, la tiling, je peux vous montrer. Ça va être du coup, vous voyez, là j'ai une seule fenêtre, elle va prendre toute la taille de mon écran, mais si j'en ouvre plusieurs, et ben ça va organiser leur taille automatiquement en fonction de l'organisation qu'on avait prévue. Donc le tiling, c'est le but de découper son écran en plusieurs portions pour que tout ne soit jamais superposé et que chaque fenêtre soit donc toujours visible. Sauf que on voit bien qu'il y a un petit problème. Quand on tile, la fenêtre qui est en bas à droite, elle est plus lisible. Pour ça, heureusement, il y a une autre solution. Ça, c'est les workspaces. Le principe des workspaces, c'est qu'on va y attribuer une catégorie d'applications ou une application strictement à chaque workspace. Et j'insiste sur le strictement. Il faut qu'à chaque démarrage, tout aille toujours au même endroit. On ne doit pas penser à son environnement, sinon le but de la configuration est vraiment détruit. Tout doit se mettre en place tout seul et ça doit être toujours au même endroit. Petite démonstration, Evan va sur Notion. Maintenant, va sur Firefox et retourne sur Discord. Comment tu fais pour savoir vers quelle application aller en mettant tes doigts sur des touches? Je pense que c'est important de noter que du coup, si on a une application principalement par workspace, on va du coup faire ce déplacement de workspace très souvent. Et donc c'est intéressant de le mettre sur un keybind qui est accessible et facile à réaliser et très confortable. Donc pour ça, on va privilégier la home row. Du coup, la home row, ça va être la ligne de touche clavier sur laquelle vos doigts reposent naturellement. Donc ça va être du coup ASDF ou QSDF en français. Donc on va essayer de bind du coup des numéros. Si tu veux revenir à la slide d'avant, Ouais. juste pour montrer les numéros. Voilà, on va essayer de bind des numéros virtuels sur ces touches-là pour au final mimiquer les workspaces. On va les combiner avec une touche comme soit Windows, soit Alt. Et donc si je fais Windows A, bah, j'ai sur workspace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au final, j'aurai tous mes workspaces. Mais du coup, comment on passe entre les fenêtres? Bah, entre les fenêtres, donc là j'ai plusieurs fenêtres sur mon workspace et la réponse logique ça serait d'utiliser les flèches. Maintenant les flèches sur un clavier normal elles sont assez loin de la home row donc c'est pas pratique de descendre sa main à chaque fois. Donc là on va Vim a rajouté une layer d'obstruction qui est d'abstraction qui est très bien. Donc ils vont mettre les flèches sur la home row, c'est-à-dire qu'on va mapper H sur la flèche de gauche, J la flèche de bas, K la flèche du haut et L la flèche de droite. Donc si je combine ça avec Windows ou Alt pour faire le keybind, plus la home row, donc si je fais H, L, J, K, on peut voir que je passe à travers mes fenêtres dans le workspace. Donc, qu'est-ce qu'il faut enregistrer? La souris, c'est imprévisible, et surtout, ça nous demande toujours une certaine quantité de réflexion pour savoir où elle est, où est-ce qu'on va, et est-ce qu'il n'y a pas eu des changements visuels entre-temps. On enlève cette imprévisibilité en rajoutant des touches clavier qui sont mémorisables, en tapant encore une fois dans la mémoire musculaire pour réduire sa réflexion mentale. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des fenêtres qui sont dans les workspaces? Les fenêtres qui sont dans les workspaces, Notion, Discord ou Firefox, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des GUI, Graphical User Interface. C'est des trucs qui sont essentiellement faits pour utiliser une souris. Ça a répondu à une problématique à un moment, ça marche très bien, mais aujourd'hui, dans notre configuration, ça nous pose un problème. C'est que c'est pas fait pour le clavier. Il faudrait une application qui a été historiquement conçue pour être utilisée avec un clavier, parce qu'on n'avait pas de souris. En fait, ça s'appelle un terminal. Terminal, et spécifiquement les Terminal User Interface, donc TUI, c'est des manières de pouvoir contrôler des interfaces avec, essentiellement vu que le clavier, vu que ça a été fait pour. Beaucoup sont aussi contrôlables avec la souris si on y tient vraiment. Mais là où tout de suite on peut remplacer des interfaces graphiques par des interfaces de terminal, c'est par exemple les petits settings de PC. Donc on va avoir par exemple les logs ou tous les process qu'on a sur le PC, les interfaces Bluetooth, interface Wi-Fi, interface de volume, file manager, calculatrice. On va vraiment avoir tout ce qu'on a besoin pour utiliser un PC. On pourra le retrouver en TUI. Donc, on a des TUI.
Mais pour revenir un peu au milieu du développement, c'est important de se rappeler pourquoi le terminal, c'est un outil de dev. Le terminal, ça nous permet de consulter des logs, d'accéder en SSH à des serveurs. C'est un truc qu'on est obligé d'utiliser pour correctement faire notre travail. Donc autant le rendre plus simple en utilisant par exemple des alias pour aller plus vite, en faisant LL à la place de ls-LH. Là, il y a une grande liste de alias qui est disponible sur notre configuration. D'utiliser des scripts pour simplifier certaines tâches, par exemple utiliser une commande share pour partager automatiquement un fichier, ou encore pour chercher dans des fichiers. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de trucs qui sont prévisibles. L'emplacement de fenêtres, ok, les workspaces, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est des noms des applications, des noms des fichiers qui changent constamment? Comment on fait pour trouver une manière rapide et quasiment systématiquement pareille pour chercher à travers des fichiers? Pour ça, Fuzzy, ça fait longtemps qu'ils ont résolu à cette problématique. Donc FZF, donc ça tient pour Fuzzy Finder. Si on le lance comme ça dans le terminal, on va voir que ça va pop un picker avec tous les fichiers indexés récursivement dans le chemin à lequel j'étais. Maintenant, la puissance de Fuzzy, ça va être, par exemple, si je tape ind.html, j'ai volontairement oublié des caractères et on peut voir qu'il a récupéré tous les index.html ou en gros les strings qui matchent au plus précisément le input que j'ai mis. Et donc ça va être très intéressant pour du coup chercher avec juste les lettres qu'on a à peu près ou l'image qu'on a de la chose qu'on veut chercher. On va juste taper ça dans le Finder et FZF va se charger de vous donner le résultat le plus probable pour ce que vous voulez chercher. Et donc ça va être très intéressant parce que Fuzzy Finder, on a juste à lui donner une liste de textes, peu importe, et il va vous fournir le picker avec. Du coup, on pourrait faire par exemple j'ai mis un alias paquel où là ça a renseigné tous les paquets possibles que je pouvais installer sur ma distro et ça les a mis dans le picker et donc je peux installer si je veux installer Python par exemple, là j'ai tous les paquets trucs Python et donc ça va faciliter la vie énormément sur Linux. Et ça, c'est pas un truc de nerd Linux ou de terminal. On le retrouve dans plein d'endroits et vous pouvez l'intégrer dès maintenant. Il y a des extensions Firefox ou Chrome pour par exemple chercher à travers ces tabs avec des Fuzzy Finder. Ou alors certains sites utilisent des Fuzzy Finder pour chercher à travers des fichiers dans le site. Et honnêtement, vous en tant que dev, vous pouvez, et je vous conseille grandement de dans vos sites intégrer des Fuzzy Finder pour chercher à travers des items parce que c'est vraiment une manière très très pratique et optimisée de pouvoir chercher des choses. Ok, c'est cool, on a des logs. Maintenant, comment on parcourt ces logs avec son clavier? Pour ça, ça fait longtemps que Tmux a la solution avec son mode de copie. Ça nous permet de pouvoir sélectionner du texte, de copier du texte, de naviguer avec les Vmotions vu qu'on en parlait tout à l'heure, ou même de pouvoir scroll à travers son terminal avec un outil. Mais ça ressemble à quoi du coup? Yes. Du coup, si là par exemple j'affiche tous les dossiers dans lesquels j'étais, et que je voulais remonter pour chercher des passes que j'avais besoin, on va avoir la souris, on va devoir scroll, c'est vraiment pas efficace. Alors que du coup, avec Tmux, on pourra utiliser le copy mode et donc bouger avec les Vmotion dans le terminal et copier les chemins que j'ai besoin et les coller pour les utiliser. Donc ça va être très bien pour copier-coller les debugs de terminal, les outils de serveur, etc. C'est un paquet à installer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un outil qui est disponible sur quasi toutes les distros dès que vous êtes avec un terminal. Donc ça, c'est top. Vous pouvez faire apparaître des terminaux. Maintenant, souvent, on a les logs, on a les connexions SSH pour plusieurs serveurs, on a même plusieurs projets avec plusieurs logs, avec plusieurs connexions SSH, et on se retrouve très vite sur notre écran avec plusieurs terminaux qui sont superposés, et ça devient très vite insupportable. On a vu que ce problème, il est résolu avec les workspaces, mais si on a plusieurs terminaux, on voit bien qu'au bout d'un temps, on les voit plus parce qu'ils se retrouvent en bas à droite. Ça, Tmux a encore une fois la solution. Ça s'appelle les sessions. Le but des sessions, c'est d'avoir, comme les workspaces, des environnements qui sont séparés et dédiés chacune à un projet. Et chaque projet représente un dossier. Ces dossiers sont encore une fois recherchables avec Fuzzy via un outil qui s'appelle Sesh. Vous pouvez rechercher dans vos dossiers, donc à la fin vos projets, consulter les sessions les plus fréquentées ou alors avoir des setups automatiques. Moi, quand j'arrive au bureau, je lance ma session de mon projet actuel et j'ai des onglets qui s'ouvrent automatiquement avec des trucs qui sont automatiquement mis.
Ça ressemble à quoi du coup dans la vraie vie tout ça? Donc si je fais mon Keybinding Search, ben, on va avoir en premier les sessions actives et ensuite les chemins de sessions les plus utilisés. Donc là, on va voir que ce sera Vim, Fish, Hyperland, bizarre. Et donc, si je cherche par exemple la fonction, le projet Zacomax, ben ça m'a changé de session, ça a ouvert un Tmux, une session Tmux avec ma session et ça a résumé mon ancien environnement de développement directement avec mon ancienne session. Et ça, c'est pas obligatoire de fonctionner avec Vim. Vous pouvez Mm. très bien avoir plusieurs environnements avec vos logs en fonction des projets. Donc ça, c'est top. On a des sessions par projet. Mais ça résout toujours pas le problème que je veux avoir plusieurs terminaux d'afficher en même temps. Tmux a encore une fois la solution, ça s'appelle les onglets de travail, ou les panes dans le langage de Tmux. Le but, c'est de n'avoir jamais plus de 4 panes. Pourquoi? Parce que c'est les 4 doigts de la main. Le pouce, il est dédié à des touches comme Control ou Windows. Les 4 doigts sont chacun assignés à des panes pour être accessibles rapidement et avoir une lisibilité maximale de ces sessions. Yes, du coup, je peux créer ici, comme on le voit en haut un infini nombre de panes. Maintenant, comme a dit Baptiste, c'est plus intéressant de garder jusqu'à 4 panes maximum parce qu'on va avoir que 4 doigts. Et donc, si on veut garder un moyen d'accéder à ces panes efficacement, ben, on va garder un par doigt et ce sera amplement suffisant. Donc on va pouvoir utiliser, par exemple, sur le deuxième pane, on va pouvoir mettre Lazy Docker pour avoir tous les logs des Docker. Là, on va faire un SSH sur un remote serveur, et là, on va pouvoir avoir peut-être des logs d'autres, ou alors un serveur qui tourne. Ça conclut le terminal. Depuis le début, récapitulons un peu ce qu'on a vu. On a vu qu'il y a des workspaces. Dans ces workspaces, on va avoir des fenêtres qui sont tilées. Une de ces fenêtres, ça va être un terminal. Dans ces fenêtres, on va avoir des sessions. Ces sessions vont encapsuler des onglets de travail et ces onglets de travail vont encapsuler des interfaces de type TUI. Tout ça, ces layers d'abstraction sont vraiment ce qui permettent de contrôler son système d'exploitation intégralement avec le clavier et que ça soit toujours au même endroit et toujours de la même manière si on fait bien les choses et qu'on misclique pas parce qu'il fait froid, par exemple. Depuis le début, on parle des Vmotions. Ça nous paraissait inconcevable de ne pas, dans cette présentation, parler ne serait-ce qu'un tout petit peu de Vim. Et au final, pourquoi ça serait intéressant dans votre configuration ou dans notre configuration d'implémenter Vim. Vim, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été fait pour le clavier. C'est fait pour le terminal. Ça nous permet d'atteindre une efficacité qui est astronomique avec des combos qui sont mémorisables avec de la mémoire musculaire, donc il n'y a plus de réflexion. Et tout ça dans des environnements qui sont parfaitement customisables et personnalisables avec tout ce que vous voulez. Petite note sur les Vimmotions pour les personnes qui sont vraiment pas du tout familiers avec Vim. Dans Vim, la puissance, ça va être qu'on va retrouver 3 modes. Le normal mode, l'insert mode et le visuel. Dans la pratique, ça donne ça. Donc là, on peut voir en bas à gauche que du coup, je suis en normal mode. Le normal mode, mon clavier, du coup, je vais pas écrire, ça va être utilisé pour se déplacer dans le fichier à différents endroits et faire différentes opérations. Et le mode visuel? Le mode visuel, du coup, ça va être pour sélectionner, highlight du texte ou du code. Et le mode d'insertion? Et là, ben, le mode insertion, ça va être du coup le mode pour écrire littéralement pour écrire. Dans Vim, on se déplace en normal mode avec les touches HJKL, mais pas que. Parce que se déplacer avec les touches HJKL, ça serait l'équivalent de se déplacer dans son éditeur de texte avec les flèches. C'est insupportable, c'est lent et personne n'a envie de faire ça. Pour ça, Vim introduit ce qu'on appelle des combos. Ça va être des petites actions, comme par exemple le début d'un mot, la fin d'un mot, la fin d'une ligne ou le début d'une phrase, qui vont nous permettre de pouvoir être combinés avec plein d'autres actions. Et ça sert à rien de tout mettre sur la table, mais le plus simple, c'est juste de vous montrer. Ben, par exemple, ici, je suis au début de la ligne 5. Si je veux juste me déplacer de mot en mot, ben là, je fais W, je vais sur le premier mot, deuxième mot, troisième mot, quatrième mot. Et donc, ça skip toute la ponctuation, les textes, les trucs qu'on n'a pas besoin, on va de mot en mot. Ou alors, on va pouvoir modifier l'intérieur des quotes. Ça, même si je suis au En deux début de la touches. ligne, par exemple, je fais ça, je modifie l'intérieur des quotes. Ou alors, si je suis par exemple ici, je peux faire
pareil, à l'intérieur des tags, à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur des accolades, tout. Ce qui conclut l'anecdote Vim. Maintenant, on va refaire la démo, mais maintenant que vous avez toutes les clés pour comprendre comment ça marche, on va vous expliquer étape par étape comment la démo s'est passée. Evan, explique-nous comment tu as fait la démo. Yes, on va repasser sur la démo. Je suis allé sur Discord, et du coup sur Discord, pour copier le dernier message, si je fais Tab et Flash du haut, je vais pouvoir highlight le dernier message, faire CTRL-C, ça va copier l'image. Je vais aller sur mon workspace de navigateur, ouvrir une nouvelle tab, pouvoir copier le lien de l'image. Donc là je suis sur l'image, je fais CTRL-S, ça va me la proposer de la télécharger dans le dossier download. Donc c'est ce que je fais. Je ferme l'image, là je retourne du coup sur mon interface de développement. Je cherche le projet sur lequel je voulais faire une modification. Donc là, c'était le projet QWERTY. Quand je suis dans QWERTY, là, je ferme ça. Hop. Je rouvre un pane pour lancer le serveur de développement pour tester en local. Donc je le run. Je vais dans mon browser de test, j'ouvre le localhost. Donc là, bien sûr, l'image est fixe avec la nouvelle parce que j'ai update le code. Mais donc voilà. Et ensuite, je retourne sur mon image. Je vais sur le buffer où il y a les modifications à faire. Un buffer, c'est une fenêtre qui affiche du texte. Yes. Je cherche le nom de l'ancienne image. Donc là, c'était pro, mais là, on le retrouvera pas. Mais du coup, c'était ici. Ensuite, quand je suis sur l'image, je fais je modifie le nom avec la bonne image, je highlight la div et je demande à l'IA de center this div. Donc là, elle est déjà center, donc ça fera rien, mais ça va la centrer. Ensuite, je peux revenir sur le workspace de test et là, je vois qu'elle est centrée. Au final, toutes ces actions sont prévisibles et très simples à exécuter. Et après, j'ouvre LazyGit pour stage les changements, push commit et push. Donc on peut voir que ça reste Anecdotiquement, LazyGit est vraiment un outil génial pour toutes les personnes qui en ont un peu marre de comment certaines étapes du développement peuvent être complexifiées avec Git. LazyGit, c'est vraiment un outil génial qui est très très visuel. Et tout est utilisable au clavier. Là, j'ai jamais utilisé la souris. Et du coup, toutes ces actions sont très prévisibles. Pour faire un point sur les ressources de cette présentation, vous retrouverez tout sur le site qwerty.fr comme on l'a dit tout à l'heure. Si Vim vous intéresse, il y a une excellente playlist de Prime Agent, qui est un youtubeur français connu dans le milieu de Vim, qui permet vraiment de passer d'un état très très débutant à un état relativement avancé. Tous nos fichiers de configuration donc sont disponibles sur le site et notamment sur nos GitHub. Il y a même des jeux qui permettent d'apprendre Vim. Où vous avez des petits RPG, vous déplacez et il y a des problèmes à résoudre avec des commandes de Vim. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et je trouvais ça vraiment sympa. Depuis le début de la présentation, Evan, il tape sur des trucs qui sont un peu bizarres. Ces atrocités-là, ça s'appelle des split keyboards. Ça nous paraît intéressant, vu qu'on a un peu de temps, de faire une note sur l'implémentation du clavier et surtout le côté ergonomique et philosophique de pourquoi vouloir des claviers spécifiques pour la configuration. Evan, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes claviers? Ouais, donc comme on a un environnement qui va être du coup vraiment utilisable full clavier, on va passer énormément de temps sur le clavier. Donc sur un clavier normal, on va avoir nos mains qui seront vraiment avec les poignets cassés et les doigts assez courbés comme ça pour être à la même hauteur. Enfin, c'est pas vraiment confortable sur le long terme. Donc on a réfléchi avec Baptiste aux options qu'on avait et on a vu qu'il y avait des claviers qui existaient comme ça qui sont split. Du coup, à hauteur d'épaule, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les colonnes suivent l'indexation de nos doigts et donc c'est quand même beaucoup plus ergonomique et voilà, on va avoir ici des claviers du coup à 42 touches. Donc la touche la plus éloignée du clavier, ça va être à une seule touche d'écart de la position normale de nos doigts. Donc c'est très intéressant. On va avoir Parce 3 qu'il touches. y a quand même une réalité à préciser, c'est que en tant que développeur, on a un problème. C'est que les développeurs, ça fait longtemps qu'ils dev, quasiment tous, ils ont soit des problèmes de cou, soit la colonne vertébrale qui s'est décalée à force d'être recroquevillée. Tout ça, c'est pas fixe avec des claviers, mais les claviers split étant dans une position qui est
qui est très naturel, vous encourage naturellement à avoir, par exemple, le dos droit, d'acheter une chaise ergonomique parce que c'est agréable d'avoir des repose-coudes, etc. Et tout ça est vraiment favorisé avec des claviers séparés. C'est impossible de parler de notre configuration sans parler un peu de la dactylographie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le principe de pouvoir écrire sur son clavier sans regarder. Parce que du coup, le fait de passer sur son écran et son clavier, ça reste un problème au niveau des cervicales. Et le but, c'est de justement utiliser le bon doigt pour chaque touche. Et comme disait Evan, si vous êtes là, vous êtes à maximum une touche d'intervalle pour chaque action. Concernant du coup nos claviers, pour faire une petite récapitulation, on a des claviers qui sont ortholinéaires, donc les colonnes sont droites, ce qui permet vraiment de favoriser la mémoire musculaire en ayant juste les doigts qui font ce type de mouvement. On a des firmware qui sont personnalisables avec ce que vous voulez. Donc nous, les flèches, on les a pas. On a les Vimmotion à la place sur une de ce qu'on appelle des layers. C'est comme Shift quand vous faites des majuscules, etc. Les claviers sont séparés et on va avoir de la multiconnexion wireless. Si jamais, encore une fois, ça vous intéresse, tout ça c'est disponible sur le site. Bah, si tu montres, là, je peux leur montrer. Ouais. Donc là, par exemple, si vous allez, là vous êtes dans Home, dans Keyboard, on va avoir 3 configurations de claviers différents. Et donc là, Korn, c'est celui que j'utilise, avec la layer QWERTY, donc là c'est toutes les touches que j'ai actuellement. Et quand je presse L3, ici on peut voir, je maintiens, ça fait number, je vais zoomer un peu, peut-être. Voilà. Quand je maintiens, je vais avoir des chiffres qui apparaissent sous ici ma home row, et là ça va être les caractères spéciaux que j'utilise principalement en programmation. Et j'ai une layer system pour gérer les connexions Bluetooth, ici les flèches, et là pour la musique, la luminosité, etc. Et donc toutes nos configs. Oui. Que là, tu utilises la souris ou pas? Là j'utilise la souris, oui. Oui, et d'ailleurs, on a, blague à part, il y a aussi une manière du coup de contrôler, là c'est pour que ça soit C'est plus ça. simple, il y a aussi une manière de contrôler le navigateur avec le clavier, ça s'appelle Vimium. Vas-y, Evan. Oui. Si là par exemple, attends, je l'ai pas là-dessus. Si je fais une recherche test, pas test.com s'il te plaît. Et que du coup, bah là, vous voyez, je peux faire ça. Et si jamais je veux cliquer sur un lien, ben, quand je fais F, je vais avoir des keybinds, on va dire, qui vont pop. Donc moi, je clique sur English avec K. Et on va browse le internet avec ça. Donc, sauf les touches qui sont uniquement faites avec du JavaScript, la plupart des hyperliens, vous allez pouvoir les cliquer avec des lettres qui vont être assignées. Mais donc, Ça, c'est un logiciel encore. Ça, c'est un plugin qui s'appelle C'est- Vimium et qui est disponible sur quasi tous les navigateurs. il Ça, est- c'est très bien supporté. Ouais. Est-ce que ici Vimium. Ce qui conclut la présentation. Donc merci d'avoir écouté. On retrouve, on dit encore merci aux sponsors qui sponsorisent ce super événement sans qui ce serait pas possible. Et si jamais vous voulez donner un petit avis à notre conférence, vous retrouvez le QR code d'avis. Merci beaucoup. On peut faire une petite ronde de questions. Je sais pas combien de temps il reste. Ok, ben allez-y. Ouais. Moi j'en ai une, je voulais savoir un peu d'où vous venez, parce que j'ai l'impression que ce tout d'entrée pour arriver à ce niveau, il est assez gigantesque quand on part d'un setup, on va dire, un peu classique. Combien de temps ça vous a pris avant de shifter vraiment sur ce type de En fait, j'aimerais. Je suis sur mon écran, s'il te plaît. J'aimerais bien faire l'accent sur le fait que c'est complètement modulaire et du coup, vous pouvez utiliser à chaque fois une chose à la fois et pas vraiment tout ce qu'on a présenté. Par exemple, si vous êtes sur Windows, sur notre onglet config de notre site, on va avoir des outils qui est du coup le Glaze WM. Ça va être le Window Manager. Complètement customisable et vous pouvez utiliser uniquement que ça sur Windows et du coup vous allez avoir les workspaces etc comme ici, mais donc ça va vraiment être un gros jump de productivité juste en utilisant le Glaze WM avec vos propres keybinds. Donc là la barrière à entrée est assez faible par rapport à toute la config totale. Ouais, surtout que j'ajoute un truc tout de suite, ces Window Manager, la plupart, ils sont initialement faits pour être utilisés et avec le clavier et avec la souris. Donc vous pouvez commencer avec un truc un peu hybride, histoire de former votre mémoire musculaire sur le Window Manager, et petit à petit passer que sur clavier, parce qu'on se rend très vite compte que c'est juste mieux. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense que en fait, tout s'est fait granulairement. Dès qu'on voyait qu'il y avait un truc qui était pas bien ou qui pouvait être amélioré, ben on a amélioré. Donc là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on fait ça. Et donc, au fur et à mesure, on rajoute des choses toutes les semaines, tous les mois, on rajoute des outils, des choses comme ça. Ouais.
La première, je crois que tu viens de la répondre. J'allais demander si c'était possible que sur Linux. Et du coup, Bah, du coup, moi, je suis sur macOS, par exemple, et au travail, il est sur Windows. D'accord. Et ça, c'était ma deuxième question. Comment tu fais quand tu changes d'ordi? Bah du coup, j'ai ma config. Au travail, par exemple, moi je suis sur Windows et là je suis sur Arch Linux. Mais du coup, mes claviers sont compatibles cross-platform et après de la config, j'ai Mimic pour faire la même chose sur tous les ordi. Enfin, même pas vraiment parce qu'au travail, j'utilise plus la souris parce que j'ai besoin pour faire du 3D, des choses comme ça. Donc j'ai spécialisé mon environnement pour avoir un workflow hybride avec une main clavier et une main souris. Donc je vais pouvoir changer de workspace avec une seule main. Là, j'ai besoin des deux. Mais du coup, au travail, comme j'utilise la souris, ben, je vais changer avec une seule main et utiliser la souris pour faire d'autres choses, etc. Du coup, ça veut dire que tu as deux PC différents, un pour ton PC perso et Mhm. pour ton, C'est ça. pour ton travail. Enfin, deux modèles. Mais les deux ont la même config. Bah, en fait, juste le Ah, fait, ils ont la même- ouais, mais juste le fait d'utiliser le truc assez longtemps, la mémoire musculaire rentre. Par exemple, je sais taper. Enfin, là, j'ai du QWERTY avec les touches qui sont pas au même endroit. À la maison, j'ai un autre clavier avec les touches pas au même endroit et Windows sur, enfin, deux choses, mais j'arrive à m'adapter tout seul parce qu'au final, c'est mémoire musculaire, quoi. Donc même peu importe la configuration. Et du coup, moi, je suis sur macOS. C'est un cas très fréquent chez les devs, soit parce que notre famille elle est dans macOS, soit parce qu'on a envie de dev sur Apple et qu'ils sont insupportables et que les trucs c'est que dispo sur macOS. Honnêtement, sachant que c'est Unix de base macOS, donc vous retrouverez toutes les commandes Linux et qu'en plus il y a une grosse communauté, quasi la même config que Evan, j'ai la même sur mon Mac. Là, Ouais. toutes les ressources sont dispo sur votre site. Tout ce dont vous Ouais, avez ouais. parlé. Ouais. Par exemple, si on va dans Shared, bah là il y a l'EasyGit par exemple, tu vois, si tu vas dessus, bah, tu vas retrouver des summaries de nos configs, les quick navigation, et là en dessous les sources repository avec le code sur GitHub si jamais tu veux checker toi-même. Et il y a ça pour tous les outils. Et après, on est toujours disponible aux questions si jamais sur Discord, etc. Vous avez tu disais que vous avez des exercices aussi sur le site ou bien vous avez des ressources à Comme dit, il y avait la ressource qu'on a montrée juste avant. proposer? Bah déjà juste Prime Engine qui Ah fait bah, il énormément l'a ouvert. de contenu sur ce genre de workflow, il fait ça excellemment bien. Ok, merci. Voilà. Ouais. Le teaming qui est utilisé pour les fenêtres, c'est des natifs à Arch ou est-ce que c'est quelque chose qui était rajouté? Bah il n'y a rien de natif à Arch. Du coup là j'utilise Hyperland. C'est le best niveau style, flow, configuration que j'ai trouvé pour l'instant. Je trouve ça vraiment carré. Ouais. Après, si vous êtes sur X11 pour Ouais, pour c'est la vrai, plupart des distros de base, il y a i3 qui est très connu et qui fait largement le café. Une petite question, enfin deux même. Première, c'est au niveau de la config. Si vous pouvez partager si vous avez donc quelque chose pour utiliser au niveau de la réinstallation, au niveau du setup donc, de votre config sur un nouveau PC ou si vous faites Ouais. changer du distro. Mhm. Bah. Et la deuxième question, je pose tout de suite parce qu'elle est plus simple. Vas-y, vas-y. C'est un peu votre avis concernant des Talent Window Manager, mais scrolling Talent Window Manager, comme Mhm. Niri Ouais. ou PyPRVM non. Je te laisse commencer par la deuxième question. Ok, ben concernant Niri, de ce que j'ai essayé, en fait c'est intéressant d'avoir des fenêtres qui du coup au lieu d'avoir un tiling comme ça où la fenêtre va être organisée sur le même écran, on va avoir un sliding sur la droite comme ici, et les fenêtres au final vont prendre toute la taille. Je trouve que étant donné qu'on utilise très peu de fois multiples fenêtres dans un même workspace. En vrai, on va jamais en avoir plus que deux parce que c'est pas utile et donc Niri va split de toute manière à deux. J'ai pas eu le use case où c'est plus intéressant. Après, on peut customiser Niri pour après slide sur le côté, mais il va y avoir un truc chiant, c'est que si on est par exemple sur la troisième fenêtre à droite, pour revenir sur la fenêtre à 1, il n'y a pas vraiment de manière efficace de le faire actuellement. Donc
ça reste pas efficace, je trouve, d'avoir plus 3 fenêtres comme ça sur un sliding à droite. Ouais. Et au niveau du- Ouais, bah, j'ai le cas. J'ai réinstallé pas mal de fois Asahi Linux pour ceux qui connaissent du coup sur mon macOS. Et donc là, ça fait plusieurs fois que je devais réinstaller ma conf et resetup. L'avantage du truc, c'est que, bah, vas-y, ouvre notre Git. L'avantage du truc, Git. c'est que comme toute la config, c'est Gitable, t'as littéralement juste à cloner le truc dans ton point config, qui pour ceux qui connaissent pas est vraiment l'endroit où il y a toute la configuration sur Linux. Et à partir de là, la plupart des outils sont préconfigurés. Il y a juste à installer ce qu'il faut, quoi. Et encore, nous, on n'a pas fait de script d'auto-installation, mais je sais qu'il y en a qui se chauffent avec Nix, par exemple. Qu'est-ce que tu voulais comme repos? Les .files. Et donc, du coup, vous utilisez un clone direct, c'est pas avec des références ou avec des outils. Par exemple, donc, je sais qu'il y a un outil en Linux, j'ai oublié en fait son nom, c'est avec un test, je crois, qui commence, qui est vraiment là pour appliquer donc, des configurations à partir donc, d'un autre dépôt Hmm. sur le dépôt conf, sans qu'on a vraiment donc, le .git à l'intérieur. Ouais, il y en a plusieurs. Et par exemple, il y a chez moi, c'est un repos français, etc. J'en ai essayé plusieurs. Même il y a le GNU avec le remote git, etc. Au final, j'ai trouvé que je pense le plus intéressant, c'est juste d'utiliser. Bah, si je vais sur ma config fiche, je dois avoir dot. Là, j'ai mon alias. En gros, j'utilise un remote work tree et j'indexe les files que j'ai besoin. Et donc après, quand j'utilise dot. Bah là j'ai des changements que j'ai pas commit et du coup j'indexe ce que je veux et après j'ai juste à cloner ce repo dans mon point config et Donc, voilà. juste un clone en direct. Ouais. Ouais. Et j'étends même la question par exemple, ce que j'ai souvent au travail, c'est de déployer des nouveaux serveurs et que bah, en fait, juste me déployer me déplacer dans Vim et dans Fish, du coup, qui est notre shell, c'est plus rapide avec ma config. L'avantage, c'est que tout est super léger. Hmm. Et du coup, enfin, dans mon guide, j'ai carrément une branche, c'est réservé aux serveurs et c'est toutes les versions de mes outils dans des versions un peu plus légères où je vais retrouver ma config NeoVim, ma config Fish et j'ai littéralement juste comme dit à faire git clone et mon serveur il est setup pour mon workflow. C'est l'avantage d'avoir un truc qui est pas fait pour la souris. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Sur questions? les serveurs sur lesquels tu travailles, tu vas mettre ta config, Ouais. peut-être tu peux naviguer plus facilement. C'est ça, parce qu'au final, ça va Mm. prendre quoi max 500 mégas. Et dedans, je vais avoir mes outils, mes systèmes de déplacement. Ouais, Et c'est juste. C'est pareil que si j'avais fait un bash RC, mais en plus fancy, quoi. Faut quand même que le mec qui t'emploie, il ait confiance en toi pour te laisser installer ça. Non, mais bien sûr, mais après, du coup, c'est moi le DevOps de ma boîte. Du coup, je fais un peu ce que je veux là-dessus. Non, c'est pas applicable à tout le monde. Voilà. Mais là, du coup, enfin, même chez toi, pour tes serveurs perso et tout, Oui, c'est quand même un gros avantage. c'est vrai. Question aussi au niveau des shells dans le terminal. Mhm. Je vois que là vous utilisez donc le fiche. Ouais. Je crois qu'il est POSIX compatible de mémoire. Ouais, ouais. Mais un peu votre avis concernant des shells comme le new shell qui n'est pas justement. Qu'est-ce que si vous l'avez donc essayé, si vous pensez Ouais, que on c'est atteste. une bonne idée de switch. En fait, nous, l'argument principal pour utiliser Fish, ça va être les Vim key binding. Donc là, je suis en normal mode. Donc là, j'écris. Et du coup, là, je vais avoir les Vim key binding dans le shell. Donc je peux faire différentes opérations comme ça, c'est intéressant. Il y a aussi la complétion. Autocomplétion, ouais. Donc avec tous les commandes qu'on a l'habitude de taper, qu'on trouve intéressant. Après, il y a énormément de fonctions qu'on a fait directement avec des shortcuts. Donc, par exemple, j'ai ça qui ouvre ça. Je vais avoir CTRL-O pour ouvrir n'importe quel fichier indexé, Ouais, etc. ce qu'il dit, c'est que le langage fiche, il est aussi sympa à utiliser. Ouais. C'est vachement bien foutu pour du scripting, un peu mieux que le bash en vrai. Ouais, Les trucs de paramètres pour comparer et tout, c'est insupportable très vite. La fiche résout assez bien le problème. ouais, les fonctions sont pas mal en fiche. Il y avait une question au fond. Ouais, on avait parlé du coup de quoi ça prenait pour la config et en termes Ouais. de temps pour mettre là tout ton workflow. 1 heure Sur ta... 1 heure avec vraiment tout. Hein. Je parle copier-coller de ça, 1 heure. Ouais, mais après, je veux dire, en
en 2 minutes, tu vois, si t'as Ouais. le script, c'est Enfin, cloné. du coup, la je veux plus dire. grande partie, c'est 5 minutes. Mais si tu veux vraiment tailor ta config exactement, Arch Linux, etc., moi, ça me prend 1 heure environ. Ce Ouais, qui est mais pas parce que, mal, hein, déjà. ouais, mais parce que là, tu clones l'OS depuis une clé bootable, etc., tu vois. Hmm. Genre, si jamais t'as un serveur et genre que tu veux exporter ta config, bah, ça te prend 3 minutes, tu vois. Genre, même pas Est-ce que genre, ça le répond à la question? temps Ok. que ça clone, quoi. Top. Ouais. Vous l'utilisez en setup multi-écran aussi, Windows 10? C'est pas trop Oui et chiant, non. Yes. ça change. En fait, c'est différent. Là, c'est vraiment fait pour un écran. Après, au travail, moi, du coup, j'ai 2 écrans. Et donc, j'ai adapté pour 2 écrans. J'ai les workspace 6, 7 et 8 qui sont bind sur l'autre écran. Et enfin, ça fonctionne pareil. Au final, c'est juste que bah, quand tu changes de workspace ici, bah, ça va. Tu vas avoir que un écran qui change, l'autre qui va rester, etc. Enfin, en fait, tu peux juste moduler comme tu veux. Tu peux avoir les 2 écrans qui changent en même temps que change de workspace, etc. Tu peux vraiment personnaliser comme tu veux, quoi. Moi, au taf pendant longtemps, moi je suis passé que sur un écran maintenant, mais au travail pendant longtemps, j'avais vraiment 2 écrans et j'avais un automatisme qui balançait ma fenêtre de code sur le workspace de l'écran externe automatiquement quand je branchais mon écran. Je trouve que c'était vraiment pas mal, mais au bout d'un temps, j'ai réalisé que c'était plus de, de la productivité artificielle et que en réalité avoir les 2 écrans ça m'apportait pas grand chose, que les quelques fois où je devais comparer des trucs après si vous faites franchement du graphisme et tout je comprends, mais moi qui fais purement du dev back-end où j'ai pas besoin de comparer avec un rendu constamment et tout, avoir un écran c'est juste mieux, j'ai toujours la tête droit devant moi et c'est vraiment agréable. Maintenant je ferme mon 2e écran et j'en ai plus qu'un. Vous avez réussi à évaluer le gain de productivité que vous avez eu sur les 4-5 ans où vous avez commencé à Je- évaluer en 5 minutes? Ouais. Après, je peux répondre vite fait sur la première partie. C'est, je sais pas si c'est un gain de productivité. Je pense que la réponse est clairement oui parce que je le ressens. Mais l'intérêt de la conf, il est pas tellement dans le fait d'aller plus vite ou qu'on est plus productif, même si j'en ai parlé au début. C'est surtout que c'est tellement plus agréable. On pense pas au truc. On a l'impression que tout c'est plus fluide. Ça fait plus ce qu'on veut plus facilement. Et rien que ça suffit. Ouais, c'est ça. Au final, la motivation, elle spike up parce que ça devient limite un jeu vidéo. On vient au travail pour être meilleur à utiliser son environnement et au C'est de final, la gamification. on a un sentiment de progression et tout. C'est vraiment hyper cool, je trouve. Puis il y a quand même de la productivité. Parce que Bah ouais. Ouais, voilà, bah, la démo l'a prouvé. Dernière question, mais au niveau donc, des IDE, parce que certainement que si, enfin, des IDE comme JetBrains avec le LazyGit, je sais n'importe quoi. Le Git mode, ouais. Le Vim mode, ouais. Le plugin Vim, voilà. Mhm. Il n'est pas si idéal en fait que ça, je ne sais pas, parce que pour l'instant, même donc je lis en fait, donc, beaucoup dans tout ça, mais c'est si on est amené à utiliser donc des IDE qui n'est pas vraiment censé, enfin qui sont pas super optimisés pour le travail flow, donc les claviers, c'est un petit peu on va dire chiant et ça casse. Et est-ce que ça vous arrivait de... J'ai carrément la raison pour laquelle moi je suis passé sur Vim, c'est que j'étais vraiment un JetBrains bro. Moi avant, j'avais la suite PHP Storm, WebStorm et enfin j'adorais cette IDE et je pense qu'aujourd'hui que c'est encore un des meilleurs qu'il y a sur le marché. C'est juste au bout d'un temps, de base, je kiffais bien les raccourcis parce que je vois bien que c'est plus fast d'ouvrir ma petite fenêtre de base de données, ma petite fenêtre de serveur, etc. avec des raccourcis. Sauf que ça devient super vite une machine à gaz parce quand on fait des raccourcis, sauf si vraiment vous y avez bien pensé, souvent on ne réfléchit pas à des raccourcis qui sont logiques, on ne réfléchit pas à une suite de raccourcis qui sont logiques et qui travaillent bien ensemble. Et, euh, et dès que j'ai vu Evan qui a commencé Vim un peu avant moi, commencer à utiliser Vim et voir que en fait ça répondait à toute ma problématique des raccourcis qui sont logiques. Je suis passé sur Vim, j'ai essayé un peu le plugin Vim sur PHP Storm, ça marche bien, mais l'interface elle est pas assez personnalisable avec Vim, là où nous on est passé sur NeoVim et c'est vraiment tout le principe, c'est que tout est personnalisable comme tu veux, visuellement, ça fait ce que tu veux. Après, moi, pour mon input, du coup, j'étais sur VS Code avant. Je pense que c'est très utilisable d'avoir VS Code plus un terminal et d'avoir le Vim. Parce que déjà, sur VS Code, il y a NeoVim natif. Tu peux run une instance de NeoVim dans VS Code.
Du coup, c'est avec ta config NeoVim. Donc ça reste intéressant. Moi, j'ai fait ça longtemps. Après, j'ai juste passé sur NeoVim parce que je trouvais que c'était plus intéressant de faire mon IDE moi-même, etc. et d'avoir directement ça dans le terminal. Mais en vrai, je pense que c'est totalement utilisable et Si vous êtes Pour moi, bloqué au c'est travail cool. avec n'importe quel Ouais. IDE, la plupart, il y a un mode Vim. Franchement, rien que ça, c'est déjà un bon pas, hein. Ouais, pour moi, je pense que c'est OK. Ouais. Et concernant la consultation de base de données, du coup, on parlait du module base de données dans un éditeur JetBrains. Mhm. En pratique, là, dans cet environnement-là, comment vous... T'as Datbud? comment J'ai vous le travaillez truc. avec les bases Parce que de données là, je peux difficilement le montrer. Attends, peut-être. Mais non, mais j'ai github.com, je le mets sur le plugin. J'ai un truc, si je fais DB là, qui me permet d'avoir un visualiseur de. Bon, je suis pas connecté, mais j'ai la liste de mes tables, je peux me connecter dessus. J'ai un genre Si de tu vas Excel sur mon qui truc. permet de visualiser SQL. Ça marche avec pas mal de moteurs de base de données. Va Et sur ça, mon- pour les petits trucs de base, ça me permet vraiment de faire des trucs sympas avec la DB. Donc ça s'appelle Datbud. En tout cas, donc, pour vous, donc, le changement du VS Code ou du suite JetBrains vers le NeoVim, ça s'est passé, vous avez donc toutes les réponses dans le NeoVim, on dirait, et vous n'avez pas des lacunes avec NeoVim, que des choses qu'il avait en JetBrains Ouais. donc, qui vous manquent, que vous trouvez des, on va dire, des contournements. Carrément, mais avec le recul, je sais pas si je conseillerais là maintenant de vous dire passer sur NeoVim. Je pense le meilleur, la meilleure timeline, c'est intégrer Vim dans son IDE actuel, se familiariser avec Vim, et après se poser des questions sur c'est quoi des LSP, c'est quoi un tree-sitter, etc. Et à partir de là, on va naturellement aller vers des trucs qui permettent de faire des IDE soi-même, et la réponse, c'est souvent NeoVim. Mais rien que enfin, le premier changement qu'on conseille et tout, c'est vraiment juste d'ajouter un WM sur votre machine. Pour changer Mais les vraiment tags. pour parler de l'IDE, Ouais. intégration Vim dans l'IDE et puis après passer sur NeoVim. Et comme dit, il y a une réponse. La commu, elle est tellement énorme qu'il y a une réponse à quasiment tous les outils que tu veux dans Vim. C'est ça. Et puis même s'il n'y en a pas, bah, vous pouvez la faire vous-même. Hein. Je veux dire, Ouais, on est développeur. on a c'est fait du- des plugins aussi, Genre, si jamais ça vous on intéresse. a sur notre solutionné plein de problèmes qu'on avait et qu'on trouvait pas. Enfin, ça reste du Lua, c'est pas compliqué. Et c'est cool d'avoir nos propres plugins, quoi. site. Ouais, l'avantage c'est Lua aussi. Par exemple, là, des solutions comme, La Vim de base, c'est du Vim script, tu vois, ça pue un peu. ouais, ou Emacs Ouais, oui, Max. avec Lisp. Ouais, liste, laisse tomber. Ok. Bah, voilà. Est-ce qu'il y a encore questions des questions? Ouais. Ok, Ça va bah, pas tarder. en vrai, on peut en parler après si tu veux, mais je pense qu'on va libérer la salle. Merci à vous. Merci à vous.